Bonjour à tous. Hello everyone and welcome to the press conference for Bienvenue à la conférence de presse pour Only Lovers Left Alive. And I will introduce the people if you would be Je so vais kindly. présenter les personnes qui sont face à vous. Thank you. And I'll introduce the people who are sitting here with us today. At my far left, he's come to Cannes so Tout à often fait that à ma gauche, il est venu à Cannes tellement souvent qu'il en a pratiquement la nationalité. Chaque film auquel je peux penser, en 1983, Merry Christmas, Le Dernier Empereur, il a travaillé avec Cronenberg, sa filmographie fait des kilomètres, Monsieur Jérémy Thomas. Sa filmographie est un peu plus brève, mais extrêmement exigeante. Sapsara, Wing Migration et Le Havre de Aki Kaurismäki, Monsieur Anurag Brunding. Il est venu à Cannes il y a déjà très longtemps, mais pas assez souvent. Deux films comme Midnight Express et Heaven's Gate. Bienvenue, Monsieur John Hurt. Il était dans Midnight in Paris, Deep Blue Sea, et tout cela dans la même année, dans le rôle de Adam, Tom Hiddleston. Dans le rôle de Eve, dans le rôle du vampire, toujours surprenante, Tilda Swinton. Caméra d'or en 1984 pour Stranger in Paradise. Meilleure contribution artistique pour Mystery Train. Palme d'or des courts-métrages pour Café et cigarettes. Grand prix du jury pour Broken Flowers. Jim Jarmusch. Une question pour Jim Jarmusch. On n'a pas présenté Tom Hiddleston. Oui, il a été présenté. Mais vous étiez où? Non, j'étais dehors, désolé. Tout le monde a été surpris par les rumeurs selon lesquelles vous alliez faire un film de vampire. Et certains étaient surpris et puis d'autres moins. Qu'est-ce qui vous a décidé de faire ce projet? J'ai entendu qu'on gagnait beaucoup d'argent avec ce genre de film. Je ne sais pas, c'est un projet que je voulais faire une histoire d'amour avec des vampires, quelque chose qui a mûri pendant 7 ans. Ça a été assez long. Je n'ai pas vraiment vu de films de vampires commerciaux, mais il y en a beaucoup qui sont très beaux. Donc, Tilda et moi, nous en avons parlé déjà il y a 7 ans autour d'un script, et peu de temps après, il y a eu un personnage, le personnage de John Hurt, dont on a parlé, et puis on est restés tous ensemble autour de ce projet pendant longtemps. C'était un projet difficile à réaliser, mais Tilda ne laissait jamais tomber. Lorsque tout semblait s'effondrer, elle revenait à la charge et voulait aller de l'avant. Je pense que c'était une excellente chose puisque nous sommes là aujourd'hui. On a toujours été attachés à ce projet et John Hurt m'a dit « Quand tu voudras foncer, dis-le-moi et je te suivrai ». C'est ce qui s'est passé, j'en suis très reconnaissant. Je ne veux pas trop accaparer la parole, mais vous, la presse, les gens ici, vous êtes les premiers à avoir vu notre film.
nous-mêmes, nous ne l'avons pas vu encore. Donc, nous sommes un peu comme des enfants face à vous. Donc, nous sommes très heureux que vous soyez là et que vous ayez vu notre film. Donc, merci. Une question rapide pour John Hurt. Votre personnage s'est-il toujours appelé Christopher Marlowe? Oui, on l'a toujours appelé Marlowe. Je n'ai jamais imaginé que l'on pouvait s'inspirer sérieusement de Shakespeare jusqu'à ce que Jim vienne me voir pour un déjeuner à Norfolk. Et nous avons longuement débattu de Shakespeare, de la notion d'auteur, et je ne sais pas vraiment en quoi ceci cadre avec le film, mais en tout cas, ça cadrait très bien dans l'esprit de Jim. Je lui ai fait toute confiance, une confiance considérable. C'est cela qu'on doit faire face à un auteur de toute façon. Et je pense personnellement que Jim a toujours souhaité que je sois dans ce film. Et si on veut vivre dangereusement, eh bien on le transforme en vampire, ce personnage. Bonjour, question du Brésil. Je voudrais vous dire quelques mots au sujet du travail que vous avez mené avec votre monteur. Oui, j'ai beaucoup de chance de pouvoir travailler avec Alfonso Gonçalves, qui est un monteur de grand talent. Et je ne sais plus mais nous nous sommes rencontrés, on a beaucoup débattu, on a décidé de travailler ensemble. On se comprenait très rapidement l'un l'autre. Nous avons fini par travailler chaque jour dans la salle de montage et Alfonso a apporté une sorte de musique visuelle à ce film. Il a fait un travail remarquable. Il a travaillé au montage de films très différents les uns des autres, ce qui montre toute la palette de son talent. Je pense que c'est quelqu'un d'exceptionnel et j'adore travailler avec lui. J'espère que nous renouvellerons l'expérience. Une question d'un hebdomadaire de Serbie. Vous présentez une certaine musique, toute l'atmosphère est un peu déprimée, vous avez une musique de rock bohémienne, musique bohémienne, et qu'en pensez-vous donc de cette musique? Et puis une deuxième question sur les références à la grande littérature, à la musique, mais aussi à des éléments extérieurs au film. Est-ce que cela a à voir avec vos liens avec la Serbie? J'ai beaucoup de mal à répondre à ces questions, je dois vous l'avouer. J'aimerais pouvoir être poli, mais je dois aussi me préparer ou indiquer à la presse que je ne suis pas tout à fait à l'aise de parler de ce film pour des raisons simples. Je pense que les réponses à vos questions sont dans le film. Je voudrais que le film parle de lui-même. Je ne voudrais pas trop l'analyser, le disséquer, vous expliquer pourquoi nous avons fait ceci ou cela, ce que tel passage signifie. Ce que vous venez de dire, eh bien, tout cela m'intéresse. J'ai présenté effectivement Adam et des musiciens qui ne sont pas mainstream, l'appréciation de ce personnage pour la littérature et la science, etc. Ce sont des humains que l'on appelle zombies. Ce sont des humains qui sont attristants par tout ce qu'ils font, mais de toute façon, c'est dans le film. Oui, effectivement, il y a des gens de l'extérieur
Alors maintenant, vous me posez une question sur la Serbie. Moi, je ne sais pas, c'est dans le film, je ne sais pas trop comment en parler. Je parle de trop, peut-être. À quel moment est-ce que vous avez rejoint le projet, Reinhard? J'avais lu le script il y a 7 ans, il me semble. Je l'ai beaucoup apprécié. Nous avons toujours essayé de trouver un moyen de travailler ensemble. Ce script est parfait pour un film européen. Je pense que je dois ajouter aussi que puisque le tournage s'est fait en intérieur, c'était parfait de le tourner sur scène en studio. Et nous avons dû convaincre Jim de tourner en studio, chose qu'il n'a jamais fait dans le passé, car ces films sont souvent influencés par l'environnement, par les sites, par les lieux de tournage. Mais au final, il s'est laissé convaincre. Il a compris qu'il aurait toute liberté pour le tournage et le résultat est fantastique. Nous avons beaucoup travaillé pendant 7 ans pour mener ce projet à terme. Le film a été tourné à Détroit et à Tanger. J'ai été heureux de rejoindre ce projet avec mes amis. Ça a été une expérience tout à fait agréable, avec pas mal de voyages en ce qui me concerne. Une question de Grèce. Je voudrais savoir pourquoi vous avez choisi Tanger et quelles ont été vos inspirations pour l'atmosphère qui a été choisie. La raison pour Tanger et Détroit sont plutôt abstraites. Ce sont 2 endroits qui m'attirent personnellement sur le plan émotionnel, et ce pour des raisons différentes. Je ne sais pas vraiment comment analyser les raisons de cette attraction, mais tout cela me semble intéressant, ce sont des lieux qui me semblent intéressants. Et les aspects visuels, eh bien, il y a eu une coopération étroite avec le caméraman, avec lequel je n'avais jamais travaillé dans le passé et qui est tout simplement incroyable. Nous nous sommes aperçus qu'avec Yorick Le Sceau, nous pouvions vraiment bien coopérer, être comme un seul esprit, si vous voulez, avoir une seule vision, et cette coopération était fantastique. Et donc c'est une personne extraordinaire avec laquelle coopérer. J'ai eu beaucoup de chance. Bien sûr, il y a beaucoup de personnages dans le film et l'habillement, les vêtements, les costumes sont essentiels. J'ai travaillé aussi avec Bina Dai-Geller, avec laquelle j'avais déjà travaillé dans le passé. Elle a fait les costumes ici, c'est remarquable. Et puis il y a le monteur Alfonso qui a un véritable sens de la musique de ce film. Travailler avec toutes ces personnes était tout simplement fantastique. Et ces producteurs également. Ils ont fait le maximum pour que ce film soit possible. Ils se sont mis en 1000 pour que tout puisse fonctionner. Ils ont vraiment soutenu ce projet. Karen Butt, Huffington Post. Votre film merveilleux commence par une première scène de photographie. On sait que ça va être un hommage à l'art pendant tout le film. Je ne vais pas vous poser une question là-dessus, mais je me demande quelle est votre relation personnelle avec les livres et la musique dont on parle dans le film.
Qu'est-ce que vous préférez dans tout cela? Je sais que votre frère a fait un film sur Détroit, alors je me demande ce qu'est votre relation avec la ville de Détroit. Pouvez-vous en parler un peu plus en détail? Quelle était la première question? Quels sont vos livres et votre musique préférée dans ce film? Je ne peux pas trop y répondre car on retrouve tout cela dans le film. Tout cela a quelque chose à voir avec moi. Je n'ai pas choisi ces livres, je n'ai pas choisi ces musiques au hasard. Ce sont des décisions que j'ai prises consciemment et tout cela devrait pouvoir suffire. En ce qui concerne Détroit, j'ai grandi dans le nord-ouest de l'Ohio, près de Cleveland, et Détroit était pour nous une sorte de ville mystérieuse et magique, comme une sorte de Paris du Midwest. Ça, c'était comme cela dans ma jeunesse. Et mes parents allaient à Détroit pour acheter une voiture. On pouvait commander la voiture de son choix, de la couleur de son choix. Et Détroit n'est pas très éloigné de Cleveland. Il faut 3-4 heures pour s'y rendre en voiture. Mais tous les 6 ans à peu près, mes parents se rendraient à Détroit pour acheter une nouvelle voiture. Ils y passaient la nuit. C'était une grande affaire de s'y rendre. Et aujourd'hui, Détroit est une ville de désolation. C'est une ville dans une situation tragique, extrêmement déprimante, touchante. Mais Détroit a toute une culture musicale également. On y trouve une musique américaine remarquable. Et il y a un esprit à Détroit. Il y a quelque chose de tout à fait passionnant. Et c'est une ville décimée malgré tout. Radio 3, Allemagne. J'ai été heureux de voir le film hier. La musique est tellement importante. La musique est un acteur en soi. Je respecte votre choix de ne pas analyser le film, mais je serais quand même intéressé de savoir comment vous avez choisi la musique, quels ont été vos choix, les raisons de vos choix. Pouvez-vous nous parler de tout cela? Et puis, il y a des musiques extrêmement variées dans ce film. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Merci. Je ne veux pas vous décourager d'analyser le film, mais je ne voudrais pas que vous me demandiez à moi d'analyser ce film. Oui, effectivement, vous avez raison, la musique est très très importante. On y trouve Joseph Van Wissen, qui est un compositeur, joueur de guitare, d'avant-garde, un historien d'un certain genre de musique, notamment de la musique de lutte, et c'est quelqu'un d'avant-garde, il a quelque chose en lui. C'est le centre même de nos choix musicaux. Ensuite, il y a Carter Logan, moi-même et James Stoneback. Nous avons travaillé avec un groupe qui s'appelle Swirl. Nous avons travaillé avec Joseph pour ajouter certains éléments musicaux. Ensuite, nous avons bien sûr les chansons de Yasmin Hanben, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup. Je suis fan de sa musique. Je l'ai vu jouer au Maroc il y a quelques années et je n'en croyais pas à mes oreilles. C'est quelqu'un d'exceptionnel, cette musicienne. Donc, voilà tout ce que nous avons dans le film. Il y a également de la musique qui existait au préalable, notamment le R&B de Denis Lassalle, intitulé Love. Il y a une danse qui va avec aussi, c'est une sorte de danse de réconciliation à un certain moment du film. La musique est donc extrêmement importante pour moi et aussi dans ce film. Et puis au début, nous avons Fun of Love de Wonder Jackson avec une sorte de remix de cette musique. Elle a bien sûr été modifiée, mais on a gardé la bande originale aussi.
Et j'ajouterais que un des principaux personnages est musicien, donc la musique a vraiment sa place dans ce film. Brian Johnson, Maclean's Magazine au Canada. Puisque vous parlez de musiciens, j'ai toujours considéré que David Bowie était un vampire. Jusqu'à ce que vous fassiez cette merveilleuse vidéo avec David Bowie. Je ne sais pas ce que vous avez fait en premier, c'est cette vidéo avec David Bowie ou ce film-ci. Je me demande quel est votre point de vue sur les aspects mystiques, la beauté, la signification des vampires. Il est difficile de savoir lorsque les choses ont lieu. Parfois, tout a lieu en même temps. Nous avons fait ce film l'an dernier et avec Bowie, nous avions fait le film plus tôt. Mais cette vidéo avec David Bowie, c'était il y a 10 ans à peu près. Alors, les vampires. Pourquoi est-ce que nous sommes fascinés par les vampires? Peut-être parce que ils ont des vies très longues, probablement sans fin, parce que nous sommes tellement terrorisés par notre propre mortalité que nous préférons penser à l'immortalité. Et ils vivent également aux marges de la vie, ils sont dans des eaux troubles, un petit peu dans les coulisses. Et ce que j'aime dans ce film, c'est l'idée de vie invisible, de travail invisible, de travail qui ne réclame aucun hommage. C'est quelque chose que l'on trouve un petit peu en marge. Cette notion d'invisibilité, tout en existant de façon invisible, m'attire. Et comme vous l'avez dit, ce film était une idée de Jim. Moi, je n'ai pas été surpris que Jim m'en parle de faire un film de vampire. Je pense qu'il aurait pu le faire déjà il y a des années. Il y a comme un monde invisible, immortel, quelque part. Question inaudible. Moi, je ne sais pas trop ce que c'est, ce monde invisible. Quelle a été votre approche au côté mystique des vampires? Et comment avez-vous abordé ce rôle lorsqu'on vous l'a proposé? Le rôle d'Adam, tel qu'il m'a été présenté dans ce script, offrait des perspectives fascinantes pour un acteur. Ça a titillé ma curiosité dans un domaine que je n'avais jamais approfondi. J'avais pu jouer des soldats, des super-héros, certes, et j'ai toujours été un fan de Jim. Et l'idée est de jouer un personnage qui, d'une façon ou d'une autre, incarne le romantisme, la mélancolie, mais qui, néanmoins, est suffisamment curieux de tout ce qu'il aime. Cette idée-là, donc, m'a plu dans ce personnage d'Adam. En plus, il y a la musique et la science qui le passionnent. Il semble passionné par la vibration des particules et ses instruments pourraient être les étoiles. Il est passionné par tout cela. Et en plus, c'est un musicien de grand talent, c'est un ingénieur de grand talent. Il ne s'en rend d'ailleurs même pas compte. Et en fait, il voit toujours, et elle est plus grande que lui, elle peut aussi gérer sa fragilité. C'est une belle histoire entre deux personnes qui s'aiment et qui s'acceptent. Et il se trouve que ce sont des vampires. Nous avons donc exploré l'amour dans un contexte d'immortalité. Si on est immortel, est-ce une bénédiction ou une malédiction? Vous avez le micro, allez-y. The Times à Londres. Question rapide. Jim,
Est-ce que vous l'avez fait exprès d'avoir des acteurs, surtout britanniques? Est-ce qu'il y a quelque chose de sombre dans le film qui pourrait mieux passer si les acteurs sont britanniques? Et une question pour John et Tom. Cette année, il n'y a pas de film britannique en compétition. Est-ce que vous êtes là pour défendre le cinéma britannique également? Oui, c'est vrai, il y a une intention toute britannique ici. En fait, à ma connaissance, les histoires de vampires sous forme littéraire viennent surtout des poètes romantiques de la littérature anglaise. Même s'il y a toute une mythologie allemande ou d'Europe centrale, mais en ce qui me concerne, c'est surtout les histoires initiées par Byron, avec tous ceux qui l'ont suivi en Angleterre, qui comptent. Il y a un côté romantique à tout cela, c'est quelque chose de très british. Et j'ajouterais que la perception que les Anglais ont de la littérature et du monde est tout à fait exceptionnelle et a un impact sur notre propre vision. Oui, j'avais effectivement l'intention de souligner quelque chose de sous-jacent et de britannique ici. Alors, vous défendez le cinéma britannique? C'est très intéressant parce que je peux dire en toute sincérité que je n'ai jamais réfléchi à la nationalité de ce film. Faire un film pour Jim, c'est pas faire un film américain. Il est ce qu'il est, et c'est tout. Voilà la façon dont il travaille, dont il fonctionne, et c'est comme ça pour nous aussi, qui travaillons avec lui. Vous savez ce que je pense du cinéma britannique, qui me préoccupe d'ailleurs beaucoup. Mais je n'ai pas l'impression d'en être le défenseur ici à Cannes. Une question d'Iran. Question pour Jim Jarmusch. Il y a de très nombreuses références à la littérature dans votre film, mais surtout à la littérature européenne, nous dites-vous. Que pensez-vous d'un livre intitulé Lelo ou Leyland qui est intitulé d'après un café? Est-ce qu'il y a un lien entre votre film sur les limites du contrôle et ce livre dont je parle? Ce sont les 1001 nuits. Donc, c'est les 1001 nuits. Ouais, vous aviez dit... Oui, c'est le nom arabe des 1001 nuits, Leyland Lelo. C'est aussi une référence à un café de Tanger, café dont l'enseigne est Les 1001 nuits, dans un film américain ou britannique, je ne sais plus, Brian Johnson. Enfin, en tout cas, c'est un artiste remarquable qui a beaucoup travaillé avec William Burroughs, qui a inventé la machine à rêver. Et il y avait beaucoup de références à Brian Gyson. Je crois que c'était un expatrié américain à Tanger dans les années 50. Mais c'est un livre remarquable, c'est un très beau livre. Merveilleuse histoire, très belle structure. Mais on faisait référence, nous, surtout à ce café. Ebert de rogerebert.com, une question pour Tilda et Tom. Et peut-être que Jérémy souhaite répondre aussi, mais je ne sais pas. J'aime ces vampires. Ça fait longtemps on n'avait même jamais vu des vampires comme cela dans le passé.
comment avez-vous travaillé votre rôle? En général, les vampires sortent la nuit pour trouver leur proie. Jim a répondu, certes, mais dans l'écriture même, il y a une histoire d'amour qui est merveilleuse. Ce que j'apprécie beaucoup avec ces vampires, c'est qu'ils vivent pendant des siècles et ils sont très peu informés. Mais vous, vous étiez quand même informé dans votre rôle. Si on prend le passage de la guitare, par exemple, il y a des choses que l'on ne voit pas dans les films de vampires, jusqu'à maintenant, qu'on n'a pas vues. Et pourquoi est-ce qu'ils doivent toujours couvrir leur bouche? Parce que je ne vois pas trop ce qui, à part leur bouche, pourrait les trahir et montrer qu'ils sont des vampires. Même chose pour leurs gants. Voilà, vous avez posé à peu près une vingtaine de questions en une fois. La première fois que j'ai rencontré Jim pour parler de l'histoire de ce film, il m'a expliqué qu'il s'agissait de deux créatures extrêmement sophistiquées. Et si on les voyait, si on les croisait dans la rue, on les remarquerait tout de suite. Ils ont un côté sauvage, complet, mais de façon merveilleuse. Ils ont un aspect aussi un peu animal. Donc, ils sont là et on est curieux. Ils ne sont pas humains non plus. Ce sont des animaux. On a dit qu'il s'agissait de loups. Il y a un rythme dans ce film qui fait penser aux loups. Il s'agit en fait de quelque chose de beau mais de particulier. Ce sont des créatures qui sont là, que nous devions incarner. Il fallait montrer un amour qui a duré extrêmement longtemps entre des personnes extrêmement évoluées. Ça fait 500 ans qu'ils ont la même conversation. Et ça, c'était très intéressant. Très souvent, le risque est que les gens disent qu'ils sont ensemble depuis longtemps, mais ils se parlent toujours de façon formelle. Ils doivent expliquer à l'autre ce qu'ils veulent dire. Mais là, nous avons voulu montrer un couple qui essaie de rester ensemble en réalité, essaie de vivre ensemble, mais en même temps de ne pas se séparer. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant dans le côté dramatique de l'histoire. Ils se couvrent la bouche parce qu'ils ont des dents assez impressionnantes. Et les gants, alors, qu'en est-il des gants? Comme vous l'avez dit, nous pouvions même créer notre propre glossaire avec tout un vocabulaire sur des traditions de vampires, toute une réglementation concernant les vampires, toute une série d'étiquettes. Il faut que leurs mains soient couvertes. Lorsqu'on est invité quelque part, eh bien, on est invité on doit couvrir ses mains. C'est un peu comme être sur une autre planète. Toutes ces questions de mythologie tournent autour de l'ail ou de certaines règles propres aux vampires, de miroirs, de croix, de tous ces objets. Mais si vous étudiez les films de vampires, vous constatez que ce n'est que dans les années 50, dans un film mexicain, El Vampiro, qu'on a commencé à montrer tout cela. Mais même Dracula, même les films d'Universal, essaient de montrer tout cela. Mais nous avons voulu montrer quelque chose qui n'avait pas été montré. Donc on a ajouté cette question des gants. Et il y a une scène où le personnage dit « Vous avez des gants super, où est-ce que vous les avez trouvés ?» Et il ne reçoit aucune réponse. Ils ont l'air cool, c'est tout. Enfin, je ne plaisantais pas, ou ça dépend des quartiers où l'on va. Il y a des rues où on se sent vraiment chez soi, et
Pour certaines personnes, c'est un film de vampire, pour d'autres, c'est un documentaire, tout simplement. Go ahead, sir. Hello, it's Lutz Meyer from stern.de website in Germany. Question pour un site web en Allemagne. Question pour Jim Jarmusch et pour les deux producteurs. Pourquoi a-t-il fallu 7 ans pour mener ce projet à terme? C'est particulièrement long, selon vos habitudes. Et quelles ont été les difficultés que vous avez eues à dépasser pour terminer ce projet? Par exemple, problème de financement. J'aimerais savoir aussi qui a investi dans ce film, qui vous avez dû convaincre. Merci. Ça, c'est une question de producteur. La raison pour laquelle ça a duré si longtemps à faire ce film, c'est que personne ne voulait nous donner l'argent. Il a fallu beaucoup de temps pour que ce projet aboutisse. Ça devient de toute façon de plus en plus difficile aujourd'hui pour faire des films que je qualifierais peut-être d'un peu inhabituels ou d'imprévisibles. En tout cas qui ne correspond pas aux attentes des uns et des autres. C'est justement la beauté du cinéma, c'est de découvrir des nouveautés artistiques. Pourquoi ça a pris si longtemps? Eh bien, j'aimerais bien pouvoir répondre à votre question, mais je n'en sais rien. Je crois qu'il n'y avait pas suffisamment de personnes prêtes à nous aider à réaliser ce projet. Ça a pris beaucoup de temps. Reinhard était parmi nous depuis le début. Ça n'a pas bien fonctionné jusqu'à ce que notre équipe commence à prendre place, que Jérémy nous a rejoints. Et là, les choses ont décollé. Yeah, I think it was 7 years and Jim also had other ideas, other scripts. Oui, 7 ans, puis entre-temps, Jim a eu des idées pour d'autres scripts, d'autres projets, plus faciles à financer. Et puis, il y avait des entreprises américaines également qui ont décidé de travailler avec lui et qui ont décidé de financer ces films entièrement. Et puis, le temps a passé. En Europe, nous avons toujours ce merveilleux système de subventions. Puis il y a des chaînes de télévision également qui s'occupent de coproduction. Donc nous avons trouvé un moyen de mener ce projet dans le cadre d'une coproduction européenne avec la France, le Royaume-Uni, Chypre, l'Allemagne. Le budget était de 7 millions. Et la plus grande partie est venue d'Allemagne, mais aussi du Royaume-Uni et de la France, et de Chypre. Oui, ça nous a pris du temps. Giovanna Grassi, Corriere della Sera pour Jarmusch. J'ai toujours apprécié votre style, l'architecture de chaque scène. Est-ce que vous utilisez YouTube? Que pensez-vous de YouTube? Moi, j'adore YouTube. C'est ce que je pensais, mais je voudrais que vous m'en disiez un peu plus. J'aime beaucoup YouTube. J'aime l'idée qu'on puisse voir des films des années 50 et juste après toute une conférence sur les champignons de John Cage et puis ensuite un extrait d'un show télévisé de Steve Allen avec le jeune Frank Zappa qui joue d'une bicyclette comme si c'était d'un instrument de musique et des choses absolument incroyables que l'on peut trouver sur YouTube. Et en plus, on peut voir cela au ralenti. Je ne sais pas, c'est sans limite. J'adore YouTube et la télévision habituelle m'ennuie, coupée par des publicités en plus. Moi, j'aime faire ma propre programmation.
Donc YouTube, c'est fantastique. En ce qui concerne les dialogues, Jim, la plupart d'entre nous sont familiarisés à votre cinéma. Et pourtant, parfois, on a l'impression que vous ne pouvez pas aller plus loin, que vous êtes plutôt pince sans rire, et on a l'impression qu'il n'y a que les Britanniques qui peuvent avoir ce genre d'humour. Et hier, sur Twitter, il y a énormément de citations venant de votre film qui ont jailli, et c'est un film extrêmement visuel. J'aime beaucoup... Sentez-vous à l'aise pour pisser dans le jardin. En tant que Français, je dois dire que j'ai été très flatté du fait que le film se termine sur une question en français. Donc, je vais terminer la conférence de presse en vous remerciant en français.